marcher, courir, respirer, vivre. Toutes les actions de notre vie nécessitent la synchronisation de beaucoup d'organes, foie, intestin, cerveau, mais pour le sportif, c'est le muscle qui est l'organe le plus optimisé pour répondre aux attentes de son activité. D'une certaine manière, les muscles dans notre quotidien ne sont plus mis en avant et l'organe, comme le sport qui le sert le mieux, semble futile et archaïque. Pourtant, la vie sans muscles serait bien triste. Voyons aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quoi un muscle ? Le muscle est un organe et est défini comme un tissu composé de cellules contractiles, les myocytes ou fibres musculaires. Ils sont catégorisés en 4 types, les muscles lisses, les muscles cardiaques, les muscles à insertion conjonctive et les muscles squelettiques. Ces derniers, majoritaires dans le corps et surtout bien visibles, nous allons nous pencher sur eux afin de comprendre comment le muscle fonctionne. Tout d'abord, à quoi ça sert un muscle ? Et là, ça sert tout simplement à faire bouger des os autour d'articulations. Pour cela, le muscle s'insère sur des os, l'humérus et le radius cubitus par exemple. Il va se contracter, c'est-à-dire diminuer sa longueur, ce qui va permettre la flexion de mon avant-bras autour de l'articulation de mon coude. À chaque mouvement, il y a un contre-mouvement qui est fait par un autre groupe musculaire. Dans notre cas ici, c'est le triceps brachial qui va s'insérer sur les mêmes os, mais à l'opposé de l'articulation, ce qui va permettre l'extension de mon bras. Là, nous avons ici une paire agoniste-antagoniste, c'est-à-dire qu'ils vont être définis en fonction du mouvement qui va être effectué. Bon, vous voyez, c'est assez simple pour le moment. Mais malheureusement, nos actions ne sollicitent pas qu'une seule articulation, et surtout, les muscles vont subir des charges qui vont évoluer dynamiquement au fil du temps, comme pour la course par exemple. Ainsi, les muscles doivent se contracter d'une certaine manière en fonction des contraintes du mouvement. C'est ce qu'on appelle les modes de contraction. Quand le mouvement se fait dans le sens de contraction du muscle, c'est le mode concentrique. Quand le mouvement est nul, c'est le mode isométrique. Quand le mouvement se fait dans le sens inverse de la contraction, c'est le mode excentrique. Enfin, l'enchaînement d'une phase excentrique et d'une phase concentrique, c'est le mode pliométrique. Bon, pour l'instant, c'est plat, on voit pas trop l'intérêt des modes de contraction. Mais j'y reviendrai plus tard, car pour l'instant, faut voir comment c'est fait cette bête. C'est parti pour la Muscleception. Alors, on a donc l'articulation avec les groupes musculaires agonistes-antagonistes. Chaque groupe musculaire est composé de muscles, avec des éléments contractiles au centre, des tendons aux extrémités, composés à majorité de collagène, et d'une membrane enveloppant le tout, l'épimysium, composé aussi de collagène. Le muscle est divisé en faisceaux musculaires entourés par le périmysium, fait de collagène comme son père l'épimysium. Le faisceau est divisé en fibres musculaires, cellules du muscle à plusieurs noyaux. Comme toute cellule, la fibre musculaire a sa propre membrane, ici le sarcolemme qui sert à l'échange avec le milieu extérieur, mais une couche externe appelée l'endomysium qui, oh surprise, est composée de collagène comme son père et grand-père. Enfin, l'intérieur de la fibre musculaire est composé des éléments classiques des cellules, comme les mitochondries, mais surtout des myofibrilles composées de myofilaments organisés en sarcomères. Comme je vous l'ai dit, on est parti plus loin que DiCaprio dans Inception. Dans le sarcomère, on est arrivé au bout. C'est la plus petite unité contractile. Il y a 2 myofilaments principaux. Les filaments fin d'actine unis aux extrémités formant les lignes Z et délimitant le sarcomère, et les filaments épais de myosine. 2 autres filaments sont également présents, la titine, protéine élastique pour maintenir la myosine en place, et la nébuline pour réguler la longueur de l'actine. On sait comment c'est fait un muscle. Maintenant, on va voir comment la myosine et l'actine font pour créer la contraction. Penchons-nous sur un pan de 2 myofilaments. La myosine possède une tête qui peut pivoter grâce à l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP, une molécule que l'on reverra dans de nombreuses vidéos. L'actine a quant à elle des emplacements pour accueillir la tête de myosine et que celle-ci s'accroche. Alors, j'ai oublié de préciser que pour qu'il y ait une contraction, il y a de nombreux échanges nerveux et chimiques entre le cerveau et le muscle. Et que sur les 13 étapes nécessaires à la contraction, il y en a 10 qui sont là juste pour que l'information arrive et que les spots d'actine se libèrent. Et c'est un bordel monstre à expliquer. Du coup, on va juste dire que le cerveau, par un pouvoir magique à la My Little Pony, arrive à libérer les emplacements d'actine. À ce moment, l'ATP va subir une hydrolyse et devenir de l'adénosine diphosphate et un ion phosphate, et va libérer de l'énergie chimique.
La tête de myosine va alors transformer cette énergie chimique en énergie mécanique afin de se lier à l'actine et pivoter de 45 degrés, faisant glisser le filament d'actine vers le centre du sarcomère. Cette action va entraîner la libération de l'adénosine diphosphate et de l'ion phosphate. La tête de myosine va alors se décrocher de l'actine en récupérant au passage une molécule d'ATP qui traînait par là. Et on est reparti pour un tour. Maintenant, imaginez tous les myofilaments, de tous les sarcomères, de toutes les fibres musculaires, de tous les muscles d'une articulation se contracter à leur intensité maximale pour amener votre tasse à votre bouche. Ou pour porter une charge plus lourde également. Mais pourtant, les muscles ne servent pas qu'à rapprocher nos os. Par exemple, ici j'ai ma tasse qui fait un poids, et le muscle de mon bras doit se contracter pour pas qu'elle ne tombe. Pourtant ici, j'ai mon angle qui ne varie pas. Pourtant, j'ai mes sarcomères qui se contractent. Pourtant, mon avant-bras est toujours dans la même position. Il y a bien quelque chose qui s'allonge. Mais quoi ? Eh bien tout le reste en fait. Ce schéma représente les composantes mécaniques du muscle. On peut diviser le muscle en 3 composantes. La composante contractile, dont je viens de vous faire le topo, la composante élastique parallèle, qui impose un étirement constant même au repos, qui est notamment dû à la titine, la composante élastique série, divisée en 2 parties, l'active, qui représente les résistances résiduelles entre l'actine et la myosine, et la passive, localisée sur les tendons, la famille des YUM, et la strie Z, qui représente la résistance des éléments qui n'agissent pas directement sur la contraction. La CEP et la CES sont déterminants lors des actions musculaires. Ce sont, comme leur nom l'indique, des gros élastiques. Des de super emmagasineurs d'énergie mécanique. Leur rôle est essentiel dans la création de force des différents modes de contraction. Illustrons ça avec un guignol qui lance un poids avec un élastique. Le pectoral du gars sera la composante contractile, ou CC, et l'élastique sera les composantes élastiques, ou CE. En concentrique, la force de la CC est envoyée directement au CE qui ne se met presque pas en tension. Le poids est déplacé quasiment instantanément. En isométrie, la CC transmet la force au CE, le muscle se contracte, les éléments comme les tendons s'étirent pour compenser le mouvement, mais le poids ne se déplace pas. En excentrique, la CC se contracte, les CE s'allongent puis s'étirent au fur et à mesure. Les CE accumulent de plus en plus d'énergie jusqu'à devenir plus fortes que la CC. A noter également qu'avec un étirement suffisamment fort, la CC, bien qu'en contraction, va s'étirer et devenir plus faible au fur et à mesure du temps. En pliométrie, c'est là qu'on fait le must. La phase d'excentrique va permettre au CE d'accumuler de l'énergie mécanique en s'étirant et à la CC de se mettre en contraction mais de manière étirée justement. Au moment de la phase concentrique, les CE relâchent toute leur énergie mécanique et la CC rajoute de la force en pouvant finalement se contracter normalement. La force créée est plus importante que les autres modes de contraction. Ainsi, pour une même action, la pliométrie sera bien moins gourmande en énergie que les autres. C'est pour ça que dans la vie, nous utilisons presque exclusivement uniquement la pliométrie. Même un petit étirement suffit à être efficace. Pensez par exemple au petit mouvement de recul avant de vous lever le matin, ou alors à la phase d'amortissement avant la phase de propulsion de la course. Ces mouvements ne sont pas là pour rien. La nature aime utiliser peu d'énergie. Ainsi, le sportif va chercher à optimiser son muscle pour le mode de contraction utilisé dans son activité. Concentrique pour le saut à ski, isométrique pour la lutte, excentrique pour le ski alpin, pliométrique pour presque toutes les activités, et un certain mode de pliométrie pour les athlètes, mais nous en reparlerons plus tard. Bien que la majeure partie des sportifs ne connaissent rien au fonctionnement de leur organe préféré, il n'en reste pas moins qu'ils sont les meilleurs à les connaître pour les exploiter, et il se pourrait bien que le sport permettrait d'apprendre à chacun de nombreuses choses sur son corps. Merci d'avoir cherché à savoir qu'est-ce que c'était quoi un muscle. Pour en apprendre plus sur les mécanismes du sport, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et également allez dans les commentaires pour me dire si j'ai dit des bêtises, mais aussi pour faire vivre la chaîne et débattre de tout ça. Et également, pour être les premiers informés, je vous invite à aller sur la page Facebook ou le Twitter de l'émission. Allez, je vous souhaite de bonnes contractions musculaires et à la prochaine.